Salut les auditrices et les auditeurs, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Transition. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir un athlète olympique et plus particulièrement un triathlète qui a participé donc au triathlon des JO de Paris en 2024. Je vous en avais parlé dans l'épisode de débrief qu'on avait enregistré après la course, que j'allais essayer d'inviter Adrien Briffaut dans le podcast. Il a accepté l'invitation, il est venu parler avec nous de cette course, mais surtout aussi de la vie de triathlète, de la vie d'étudiant triathlète, parce que Adrien est en train de suivre un cursus de master dans l'université pour laquelle je travaille aussi, et donc on s'est retrouvés sur une pause de midi pour enregistrer cet épisode. On va donc aborder sa carrière et puis ensuite, plus spécifiquement, la course des JO de Paris. Mais voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec cet épisode. Donc dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Briffaut qui a participé à la course olympique de Paris 2024. On parle de triathlon évidemment. J'avais parlé avec Mike Aigreau de la course de Paris au niveau des Jeux olympiques et je lui avais dit je vais essayer d'avoir Adrien pour que lui nous parle de la course de l'intérieur, comment lui il l'a vécu. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc Adrien, merci d'avoir accepté l'invitation et de participer au podcast. Ouais, bonjour à tous. Ouais, c'est cool de venir participer au podcast. Et puis, ouais, ça fait plaisir aussi de parler du triathlon, de parler des jeux aussi. C'est que c'était une bonne expérience au final, mais... Mais je pense qu'il y a quelques anecdotes que tu vas pouvoir nous livrer là-dessus. Peut-être avant d'aller directement sur cette course olympique, on va revenir un petit peu sur qui tu es, d'où tu viens, quel triathlète tu es. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ton CV de triathlon et puis nous parler un petit peu de toi ? Ouais, alors on va commencer par le CV de triathlon. J'ai commencé le triathlon à l'âge de 10 ans au Triviera Kids quand le club il s'est créé. C'était au départ plus pour faire du sport, pour m'amuser. J'ai commencé avec mes deux sœurs. On était toute la famille à s'être inscrits. Et c'est vers l'âge de 16 ans où j'ai décidé de, on va dire, m'entraîner un peu plus et puis d'essayer de plus performer parce que j'étais bon mais j'étais pas le meilleur parce que je m'entraînais peut-être pas autant bien que les autres comme ça. Et puis les résultats ils sont assez vite arrivés où j'ai pu assez rapidement participer au championnat d'Europe Youth. Après sur les compétitions juniors, j'ai eu la première année un podium sur Coupe d'Europe junior, participé au championnat d'Europe, championnat du monde. Pas les meilleurs résultats. Ma deuxième année junior, j'ai aussi participé au championnat du monde. Championnat d'Europe, je ne pouvais pas parce que je finissais mon gymnase et j'avais des examens. Donc, mais cette année-là, j'ai aussi gagné une Coupe d'Europe junior, donc ce qui était assez impressionnant. Et puis après, en élite, j'ai eu des bons résultats mes premières années, mais je pense rien d'incroyable. Peut-être un ou deux podiums sur Coupe d'Europe. Et puis, c'est en 2017, je pense, où j'ai vraiment eu une consécration, où j'ai dit, je peux commencer à me projeter, d'être vraiment professionnel. Parce que j'ai gagné une Coupe du Monde. En 2017, c'était ma première victoire et un peu mon premier gros résultat. Et puis qui m'a vraiment dit que je pouvais me professionnaliser et puis vivre de ça parce que j'ai commencé vraiment à pouvoir vivre de ça, à plus avoir besoin du soutien de mes parents et puis pouvoir faire ma vie, avoir un appart à moi. J'étais en colocation, mais avoir un appart à moi. Et puis j'ai loupé la qualification en 2021 pour les Jeux de Tokyo, malgré que cette année-là, j'ai terminé 5e de la grande finale et fait podium sur une Coupe du Monde. Et puis c'est en 2023, on va dire, où j'ai eu, mes plus gros résultats avec un podium au championnat d'Europe et un podium aux Jeux européens où j'ai fini 2 fois 3e. Et puis en fait, on va dire, la consécration jusqu'à maintenant de ma carrière, c'est quand même la participation aux Jeux de Paris. À côté de ça, si on veut parler un peu d'autre chose, c'est que j'ai toujours voulu faire des études à côté. Donc j'étudie en génie civil à l'EPFL. Je vais terminer mon master maintenant. Un peu plus long que les autres étudiants, mais bon, je fais du sport à côté. Je vis déjà depuis, on va dire, 7 ans de mon sport. Donc, malgré que je fais des études, j'arrive à vivre de ça à côté, donc c'est bien. Ouais, donc du coup, tu as les études, le sport. Comment est-ce qu'on conjugue tout ça pour avoir quand même la tête dans son master et puis en même temps être un athlète olympique ? Alors on va dire, on essaye déjà, on fait pas des études à 100%, on fait des études, on va dire, entre 40 et 60% suivant les semestres, suivant un peu les objectifs de l'année. Et on va même planifier des périodes où on va pas prendre de cours. Ça m'est arrivé en 2021 de vraiment mettre un stop sur mes études parce que déjà j'avais fini mon bachelor, donc c'était un peu le moment où je pouvais me dire je peux mettre une année stop. Et puis le semestre précédent, pour vraiment préparer les Jeux, j'ai pris aucun cours à l'EPFL. J'ai mis en pause pendant 6 mois
pour vraiment me focaliser sur les jeux et puis mettre toutes les chances de mon côté, et puis faut un peu jongler, on va dire, entre les périodes où on va plus se focaliser peut-être sur les études et les périodes plus sur le sport, et puis vraiment jongler et puis planifier. C'est vraiment beaucoup de planification, d'organisation. Je pense que maintenant j'arrive à bien m'organiser, mais je pense que les 2-3 premières années à l'EPFL, peut-être je prenais des fois trop de cours, je m'entraînais trop à côté, et puis j'avais pas assez de temps de repos, pas assez de temps un peu social à côté, qui sont aussi importants en fait pour moi, je trouve, les aspects sociaux. Donc c'est vraiment d'avoir des compromis sur tout, donc c'est pas mal de compromis à la fin, je dirais, sur tout ça, et une bonne organisation. Mais du coup, ça paye. On voit des athlètes qui vivent leur carrière de sportif sans trop se soucier de l'après. Et puis, une fois que la carrière sportive est passée, c'est difficile de trouver une voie de reconversion, etc. Toi, tu as vraiment pensé à ça dès le début. Ça a toujours été, d'abord, je me trouve une voie professionnelle et le sport, c'est à côté. Oui, alors les études elles ont toujours été importantes pour moi. J'avais très envie de venir à l'EPFL, donc il n'y a pas vraiment de question qui s'est posée sur est-ce que je vais faire l'EPFL ou pas. Je pense que peut-être après la première année, si j'avais peut-être raté, je me serais peut-être posé un peu plus de questions si je continuais à l'EPFL ou je faisais du sport à 100%. Je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui se disent que des études, c'est beaucoup trop à côté. Et je pense que oui, les études en école polytechnique demandent plus de présence et plus de travail que peut-être d'autres études, ou le travail autrement, on va dire, que des études peut-être en économie ou comme ça. Mais ouais, moi je pense j'ai vu dans le futur que j'avais peut-être pas envie forcément de devenir coach sportif, même si c'est des métiers très intéressants, de bosser dans le milieu du sport, mais que j'avais envie de faire autre chose parce que c'est une autre passion de ma vie. Ça va être plutôt le scientifique, et vraiment le génie civil, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé et que je vois au fur et à mesure de mes études, les cours que je prends, ça m'intéresse. De faire des projets, je suis vraiment intéressé, impliqué à les faire. Et c'est pas en fait une contrainte qui me fait faire ça, c'est vraiment une passion. Et puis c'est pour ça que j'ai aussi vu l'après, parce qu'en Suisse, oui, j'arrive à gagner ma vie pendant le sport, j'arrive à mettre un petit peu d'argent de côté, mais c'est pas 1 million, 2 millions. Je pense que si j'étais le meilleur du monde en triathlon, oui, j'arriverais à mettre de l'argent de côté pour vivre la suite de ma vie avec le triathlon, mais c'est peut-être les 3, 4, 5 meilleurs mondiaux qui arrivent à gagner de leur vie. Ou en Ironman, quand tu gagnes peut-être les championnats du monde d'Ironman, tu arrives à mettre assez d'argent de côté, mais je suis même pas sûr en Suisse c'est assez d'argent pour vivre toute ta vie. Donc pour moi, ça a toujours été un plus de faire des études à côté. Mais en tout cas, je pense que c'est sain comme démarche. Et puis, du coup, voilà, que tu puisses conjuguer une passion professionnelle avec une passion sportive, je pense que c'est le meilleur des deux mondes. Pour qu'on se rende compte, quand tu dis que tu dois mettre tes études à 40, 50, 60% par période, qu'est-ce que ça représente l'entraînement d'un sportif, d'un triathlète qui est de niveau olympique ? Combien d'heures par semaine? Qu'est-ce que ça implique comme sacrifice, comme voyage, etc. Enfin, combien de temps est-ce que ça te prend tout ça? On va dire sur une semaine typique, c'est entre 20 et 27 heures d'entraînement par semaine. C'est juste entraînement spécifique, c'est sans compter le temps de changement, par exemple de se déplacer à la piscine ou comme ça, c'est du temps en plus. Donc on va dire, je pense, une 30aine d'heures prises pour le sport. Après, il y a les aspects, des fois je compte pas à côté, comme d'aller chez le physio, d'aller chez l'ostéo, masseur, ou comme ça, c'est des aspects qui sont toujours en plus. Des aspects aussi, on va dire, externes, parce que je suis professionnel, donc je dois aussi gérer un peu maintenant les réseaux sociaux, gérer les discussions avec les sponsors, donc il faut toujours compter ça. Et après, de faire ses études à côté. Donc oui, je pense qu'en tout, avec les études, oui, je suis presque à 50-55 heures de travail effectif, si on additionne tout. Mais voilà, après, c'est une passion. Mes deux activités, c'est des passions. Donc, je suis motivé à les faire. Et puis, il y a la motivation qui est derrière. Par rapport peut-être à d'autres athlètes, je sais qu'il y a des athlètes qui s'entraînent plus que 25 heures, mais moi, on a vu que m'entraîner plus, à part en camp d'entraînement, ça ne servait pas à grand-chose, qu'avec le volume pour ce que je fais pour la distance olympique, on va travailler plus du spécifique et plus de l'intensif, va plus apporter. Et puis en fait, il y a toujours l'entraînement spécifique, et après, il faut toujours compter les temps de récup, en fait. C'est aussi ça, c'est que malgré que je fais des études à côté, j'essaie toujours de planifier dans ma journée 2 heures de temps où je vais me planifier pour vraiment la récup, et puis
pouvoir faire des siestes et dormir un peu en plus que de l'entraînement, qui sont tout aussi importants. En fait, je pense que de s'entraîner peut-être 5 heures en plus, des fois, c'est mieux de se reposer 1 heure de plus par jour que de s'entraîner 1 heure de plus. Et ben, que ça puisse tomber dans les oreilles de personnes qui partent facilement dans le surentraînement en pensant qu'il n'y a que l'entraînement qui paye, mais la récup, ça fait partie de l'entraînement, et tu fais bien de le souligner. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes qu'un sportif amateur peut pas forcément se rendre compte dans la vie? Je pense, je sais pas, à l'alimentation, quand tu es ici sur le campus et puis que tu fais des repas dans les cafétérias, etc. Est-ce que tu trouves quelque chose d'équilibré par rapport à ta pratique sportive? Et puis, est-ce que tu as des contraintes, je sais pas, d'antidopage ou ce genre de choses qu'on se rend pas compte, mais qui sont vraiment des choses qui occupent un petit peu du temps dans ta semaine? Ouais, alors oui, la nutrition, en faisant du sport, en faisant autant d'heures de sport par jour, on va dire, c'est vraiment et du sport intensif. En fait, si on veut être à 100% à chaque entraînement, en fait, faut pas avoir un manque d'énergie. Si on n'a pas à manger ou un manque d'énergie, il y a un problème. Donc c'est vraiment, pour moi, j'essaie de planifier 5 repas par jour, on va dire 3 vrais repas et 2 collations qui sont quasiment des repas. C'est pour essayer de pas trop manger au repas, parce que moi, je trouve que si je mange trop, on a le ventre trop lourd. Donc, on va manger plus que quelqu'un de normal, mais pas plus que d'autres. Donc, quand je viens sur le campus universitaire pour les études, oui, souvent je prends des tops pour avoir assez à manger ou comme ça. Je vais prendre des collations avec moi, mais je vais aussi prendre des compléments alimentaires, des shakes ou comme ça, si je vais faire un entraînement ou comme ça, pour avoir l'apport en plus que j'ai besoin. Chez moi, c'est plus facile parce que je peux plus facilement me faire à manger, plus facilement avoir des choses. Après, je trouve les cafétérias et tout ça, il y a beaucoup de nourriture équilibrée. Le problème, c'est plus la quantité. Donc, souvent, on peut se resservir. Ça, c'est assez bien, mais il faut choisir les cafétérias où on peut se resservir. Donc, c'est pour ça, principalement, je vais prendre un top parce que c'est plus simple et puis je vais avoir la quantité que je vais avoir besoin de me nourrir. Oui, après, à côté de ça, il y a les contrôles antidopage. C'est pas, on va pas dire que c'est souvent, c'est entre 6 fois par année, je pense, en moyenne, qui viennent chez moi. Ça peut être, ils viennent principalement, on va dire, le matin ou le soir, parce que c'est plus les plages horaires que je planifie où je suis souvent chez moi. Ça peut arriver qu'ils viennent à l'entraînement, ça peut arriver qu'ils viennent aux études, mais après aux études, ça veut dire quoi? Ils vont arriver, même si je mets la salle où je suis, ils vont quand même aller à l'information. Donc le temps qu'ils arrivent à l'information, qu'ils arrivent dans la salle et tout ça, ça va être un peu plus long. Mais oui, ils sont déjà venus à l'entraînement, ils sont souvent venus chez moi. Ils sont venus, quand j'habitais pas encore avec ma copine, ils venaient chez ma copine, ils sont même venus une fois quand je dormais à Zurich chez ma sœur, ils sont venus sonner chez ma sœur. Donc oui, ça arrive qu'à 23h, ils viennent sonner et puis on est peut-être en train de dormir, mais on doit se lever et on va aller faire le contrôle antidopage qui prend, ça dépend si on a besoin directement de faire pipi ou pas, mais ça peut prendre entre 20 minutes, 20-30 minutes le plus court, jusqu'à 2 heures, le temps qu'on ait besoin d'aller aux toilettes. Wow. Et donc du coup, tu dois annoncer en permanence où tu es et ce que tu fais. Alors, c'est pas en permanence. Moi, je suis pas dans le plus haut pôle de contrôle antidopage. Je suis dans le pôle national. Donc, on a une application, c'est Simon, ça s'appelle, c'est sur Internet. On doit remplir. Moi, j'ai pas besoin de remplir le pôle le plus haut. Ils ont besoin de remplir que chaque jour, il y a une plage horaire d'1 heure, que s'ils viennent à cet endroit-là et qu'ils sont pas là, ils ont un avertissement. Moi, c'est plus que je dois dire, je suis chez moi depuis peut-être 10 heures le soir jusqu'à 5-6 heures du matin, et ils peuvent venir. Et après, ils peuvent venir en dehors de ces plages horaires et tout ça. Après, s'ils me trouvent pas directement, parce que ça se peut que, en fait, pendant ces plages horaires, je suis pas obligé d'être spécifiquement chez moi. Je peux très bien être à l'entraînement, je peux très bien être allé manger dehors, mais je dois pas être dans un autre pays, dans une autre ville. Ça peut être que j'habite à Clarence, je peux être à Vevey en train de manger avec des amis, parce que je suis chez moi, je vais rentrer chez moi, mais c'est pas spécifiquement. J'essaye d'être assez rigoureux, de marquer le plus d'entraînement possible pour pas qu'ils fassent un déplacement et que je sois pas, en fait, chez moi à ce moment-là et tout ça. Donc, j'essaye d'être on peut assez facilement mettre à jour dans l'heure qui suit. J'essaye d'être assez en amont pour prévenir en amont, mais des fois il y a des choses qui se passent et puis tout d'un coup, si je vais pas être chez moi avant minuit, je vais changer et puis je vais dire je suis pas chez moi avant minuit et je vais le changer si tout d'un coup j'ai été boire un verre avec des potes ou manger avec des potes et que ça s'est décidé à 7h du soir, je vais changer ça pour dire que je vais changer cette plage horaire. Donc on se rend bien compte quand même que c'est une certaine contrainte, enfin ça rajoute encore à la charge mentale des études, de l'entraînement et encore tout ça qu'il faut... faut y penser et pas oublier. Ça m'est arrivé une fois quand j'étais plus jeune, j'étais à l'étranger et j'avais oublié que j'étais à l'étranger et puis ils étaient venus chez moi, voilà.
Et puis une autre fois, j'étais à un entraînement et je devais aller faire la fête avec des potes. Et puis au final, ma maman qui m'a appelé, normalement elle n'aurait pas forcément eu le droit, mais bon voilà, elle m'a appelé pour dire qu'il y avait là et je suis rentré faire le contrôle antidopage. Mais ça m'est aussi arrivé d'être à l'entraînement et d'avoir oublié de placer l'entraînement, et puis il est arrivé à l'heure pile où j'avais marqué que j'arrivais. En fait, avec les transports publics, je suis arrivé 20 minutes après. Bon, il m'a attendu 20 minutes, mais voilà, c'est pas grave. Je suis pas dans le pôle le plus haut, donc c'est pas un avertissement. Il n'y a pas des sanctions trop sévères. Il n'y a pas encore des sanctions trop sévères. Si j'étais dans le pôle le plus haut, je pense que je me marquerais un rappel, peut-être un réveil chaque jour pour me dire est-ce que tu as bien réfléchi à où tu es aujourd'hui ou où tu es demain, pour être sûr de pas manquer cette plage horaire. Ouais. Ok, donc là on se rend bien compte de la charge que ça représente en termes d'entraînement, en termes de nutrition à côté, etc. Maintenant, on va aborder un petit peu la thématique des Jeux Olympiques. Toi, c'est quelque chose qui est dans tes ambitions depuis un certain nombre d'années. Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais manqué la qualification de 2021 à Tokyo. Cette qualification, elle a, je ne sais pas si on peut parler de polémique ou de choix peut-être un petit peu incompréhensible de la part de la fédération, parce que tu avais obtenu des résultats qui étaient bons, possiblement même meilleurs que certains athlètes suisses qui avaient été envoyés à Tokyo. Comment est-ce que tu as vécu déjà cette campagne JO 2021 ? On va revenir. Oui, ça fait longtemps que j'y pense, aller aux Jeux. Quand je suis tout petit, j'étais émerveillé par les Jeux Olympiques en regardant la télé. Donc, ça m'a toujours motivé dans le sport de me dire. Et puis, ouais, vraiment, quand je suis passé en junior, j'ai vu que je pouvais aller au championnat du monde ou tout ça. Je me suis dit, oui, il y a la possibilité que j'arrive aux Jeux Olympiques. J'ai eu un premier pas, on va dire, c'est en 2016. J'avais fait des résultats sur série mondiale qui me permettaient d'être remplaçant parce que j'avais pas fait assez de critères pour être qualifié, mais j'étais le remplaçant pour les Jeux de 2016, donc j'étais là, si je suis remplaçant, pourquoi pas, maintenant on peut se qualifier. Et puis vraiment, je me suis préparé en 2020, c'était vraiment d'y aller. Et puis 2021, il y avait les critères 1 qui étaient qualification directe, c'était critères qu'ils estiment qu'on peut faire un top 8, voire un podium sur les Jeux Olympiques. Et les critères 2, il y avait des critères de place, mais s'il y avait un relais qui était qualifié, c'était priorité au relais, et la priorité au relais, c'est critères subjectifs, on va dire. Donc c'est plus ça. Et puis en fait, c'est en 2021, ils se sont vraiment basés sur les critères subjectifs du côté des garçons, parce que personne n'avait fait les critères 1, malgré qu'on était 2 à avoir vraiment été juste à côté de faire les critères 1. Mais on ne les a pas fait. J'avais loupé pour 2 places sur une VTCS. Au final, j'avais pas été sur la deuxième VTCS qui restait en 2021 parce qu'il y avait des contraintes, des restrictions en rentrant en Suisse. Donc c'était un choix de me dire, en fait, j'ai pas envie d'aller mentir à l'État et puis de voyager en Italie et de rentrer par l'Italie en disant, oui, j'ai juste été en Italie, on n'avait pas besoin de se confiner pendant 10 jours ou comme ça. Donc c'est des choix. Et puis vraiment, pour la décision, oui, moi je savais que ça allait être dur, ils allaient me dire que j'allais pas être assez fort dans certaines choses pour le relais, mais en prouvant que ayant fait un podium sur Coupe du Monde, en ayant fait des top 12 sur série mondiale, j'étais là, j'ai réussi à prouver que même sur les courses, j'étais toujours bien sorti en natation, toujours avec les autres Suisses. J'étais là, ils vont me choisir parce que vraiment, j'avais prouvé que j'étais meilleur en course à pied. Et puis, oui, il y a eu des critères de choix qu'ils ont fait que en 2020, en 2021, en fait, il y a eu qu'un relais, qui était le relais qualificatif pour l'équipe de Suisse aux Jeux. Et puis, en fait, déjà, cette qualification pour le relais, c'est déjà cette qualification qui a déjà posé problématique, parce qu'en fait, ils nous ont dit, on va regarder pour la qualification sur relais sur ces 2 courses. Et au final, les 2 qui ont été qualifiés, ils n'ont pas du tout fait ces courses. Donc, il y avait déjà, en fait, un problème en amont qu'on n'a pas critiqué, et c'est plus après, en fait, ils se sont tous basés sur ces critères, on va dire subjectifs, où ils ont dit, on estime que cette personne-là est meilleure que moi pour cette place-là, car cette personne-là sur cette course, donc ce relais, a été meilleure. Et puis après, comme c'est des critères subjectifs, on peut critiquer, mais au final, on peut pas dire grand-chose. Okay. Et puis ça aurait été plus en amont, je pense, à la publication des critères, de définir les critères. Mm-hmm. Donc du coup, un peu de frustration quand même de pas être du voyage olympique à Tokyo. Oui, parce qu'en plus, je pense que c'était une des années où j'étais vraiment très en forme. Ça s'est concrétisé en fin d'année, où je refais un top 12 en série mondiale, malgré que
j'ai une crevaison à vélo et que je dois finir le vélo avec la roue crevée et faire attention à chaque virage, et que j'arrive encore à courir, à arriver à poser le vélo 10 secondes derrière et à courir malgré que j'ai dû mettre plus de puissance sur le vélo. Et puis sur la grande finale, je fais 5e, donc c'est mon meilleur résultat jusqu'à maintenant sur VTCS. Et puis je me bats avec le champion olympique et je bats les 2 autres médaillés au jeu. Et puis j'arrive à me battre sur le 10 kills avec le champion olympique quasiment jusqu'à l'arrivée. Donc oui, c'était une frustration. Et c'était un peu pour moi, on va dire presque une revanche sur la grande finale, de prouver qu'en fait j'aurais été très performant à Tokyo en individuel et aussi en relais. Et ben voilà, après c'est des décisions, après j'ai un peu passé au-dessus, même si c'était dur. Je pense que j'en ai pas souffert directement après la qualification parce que j'étais vraiment focalisé à me dire je vais courir, j'ai encore des courses à faire l'année, mais plus en fin d'année à essayer de se remotiver à dire qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut éviter pour pas arriver à cette non-qualification. Et c'est pour ça que vraiment sur le cycle suivant olympique, j'ai laissé aucun doute. Et puis pour moi, c'était d'essayer de réaliser au plus vite les critères de la fédération pour me qualifier et puis pour plus avoir cette pression, on va dire, de se dire c'est critères subjectifs par la suite. Et donc du coup, ça a réussi puisque tu as réussi les critères pour la qualification à Paris 2024. Oui, ça a réussi parce que les critères de la fédération, les points olympiques commençaient en mai 2022 où je suis tombé, où j'ai eu une grosse chute. Et puis vraiment, les critères de la fédération commençaient fin 2022 avec les 2 dernières étapes de la série mondiale où j'ai terminé 18e et 13e. Donc je m'approchais du top 8 qui demandait, les 2 top 8 qui demandaient, mais en revenant de blessure, en n'ayant pas nagé pendant 8 semaines, en n'ayant pas couru pendant 6 semaines, tout l'été. Donc c'était vraiment une consécration et pour me dire en fait j'allais monter en puissance et petit à petit être plus proche des critères. Sur la première étape en 2023, je fais 10e, donc à 2 places des critères. Et puis sur l'étape suivante, je fais 6e. Donc je réussis le premier critère. L'étape d'après, c'est un peu moins bien passé parce que la natation. Et puis après, c'était les championnats d'Europe où je réussis le top 3. Il demandait un top 3 pour réaliser les critères. Donc j'avais réalisé le 2e critère. Et puis j'étais là, faut que j'ai meilleur temps encore de réaliser une fois le critère. Donc c'est ce qui est arrivé avec les Jeux européens où j'ai refait un top 3 où il y avait aussi un critère dessus. Et au moins, la fédération, elle pouvait pas dire il a réussi que 2 critères. J'avais réalisé assez de critères. Après, je me suis blessé en fin de saison, donc c'était bien d'avoir réalisé les critères assez en amont et puis pouvoir prouver qu'en fait, à la fédération, même en 2024, sur une des étapes de série mondiale, j'arrive encore à faire un top 15. Et puis, j'étais le meilleur résultat suisse de 2024, de début 2024, pour montrer en fait que j'étais encore présent et que j'étais là avant la fin des critères, que en fait, j'étais là et j'avais les capacités de bien réussir au jeu. Ok. Et donc du coup, là, c'est une libération, tu es qualifié pour les Jeux. Est-ce qu'il y a tout de suite une pression qui se met en place pour la course olympique? Ou est-ce que déjà, dans un premier temps, tu profites un peu du moment, tu te dis, je vais participer à des Jeux olympiques, il y a probablement plein de choses qui se préparent en amont. Là, on prépare le voyage, on va essayer les vêtements officiels de la fédération. Et puis après, il y a l'organisation de la cérémonie d'ouverture où les athlètes peuvent défiler. Tout ça, c'est des moments que tu as vécu en profitant de ces moments-là ou alors tu étais vraiment concentré avec la pression de ta course? Alors, on va dire que oui, j'ai profité des moments. J'ai essayé de profiter des moments de qualification aussi. Moi, j'ai essayé aussi de profiter de toute cette qualification, on va dire, de tout le processus de qualification que j'y arrive. Vraiment, la qualification officielle était le 6 juin. Donc, jusqu'au 6 juin, je savais pas, malgré que j'avais fait les critères, je savais pas si j'étais officiellement qualifié. Même si je m'attendais d'être qualifié, j'avais toujours cette pression de me dire, au final, ils vont sélectionner un autre parce qu'ils ont décidé il y a un alinéa qui dit, on peut décider de sélectionner quelqu'un d'autre. Donc, voilà. J'avais toujours cette pression-là. Donc, là, oui, ça a été une consécration un peu, j'ai profité, j'étais là, maintenant on va dire, je vais aux Jeux. Dans ma tête, je vais aux Jeux Olympiques. Même ça faisait une année que je me préparais dans ma tête de me dire, je sais que je vais y aller, donc tout ce que je mettais en place, c'était pour me préparer. Et puis, il y a tout d'aller chercher les habits, de profiter d'essayer tous les habits, de recevoir, de faire des photos. Aussi, j'ai bien apprécié en fait toute cette préparation finale où j'ai été à Ténérou pendant 3 semaines avec des amis pour me préparer vraiment la préparation finale et être un peu focus. Et puis ça, c'est vraiment une période que j'ai vraiment bien appréciée parce que j'étais un peu dans ma bulle et en fait, je me focalisais vraiment sur un objectif et puis j'étais vraiment à apprécier les moments d'entraînement, à apprécier que j'étais présent, à apprécier que
ça allait de mieux en mieux, que je voyais qu'en course à pied, je revenais petit à petit à mon niveau d'avant, parce que comme j'ai été blessé, j'avais l'impression d'avoir perdu un peu mon niveau à pied, mais que je reprenais mon niveau. Et puis oui, pas forcément déçu de ne pas avoir fait la cérémonie d'ouverture, parce qu'avec la course qui était assez tôt le matin, la cérémonie d'ouverture qui était plutôt tard le soir, qui allait prendre du temps et assez proche des deux, c'était un choix qui a été déjà fait en amont. C'était avant la qualification que j'avais déjà fait ce choix de venir vraiment et pas de faire la cérémonie d'ouverture. Donc oui, c'est vraiment, j'ai essayé d'apprécier au mieux, on va dire, tous les aspects d'avant-course, mais tout en essayant de pas de se préparer sur l'objectif, donc ayant quand même une pression de se dire j'ai envie de performer, mais c'est plus personnel, j'avais envie de performer que vraiment la pression externe, à part peut-être la pression de la fédération qui attendait peut-être des résultats, mais plus la pression personnelle de me dire j'avais envie de performer, j'avais envie de bien faire, et puis de montrer au monde, ou montrer à mes amis que j'étais là, et puis que je participais au jeu, et puis que c'était une course incroyable. Voilà. Juste avant qu'on parle de la course, le parcours à Paris a ce site particulier que c'était de la natation dans la Seine. Est-ce que avant d'aller sur Paris, pendant que tu préparais ces JO, même sans savoir que tu étais officiellement sélectionné par Swiss Triathlon, est-ce que c'est déjà quelque chose que tu avais dans l'esprit? Est-ce que tu t'es préparé de manière différente pour ça, ou est-ce que ça a été un sujet d'interrogation pour toi? Le gros sujet d'interrogation que tout le monde parle dans les médias, c'était la qualité de l'eau. Pour moi, la qualité de l'eau était pas un problème. C'est pas que c'était pas un problème, mais s'ils avaient envie de nous faire nager, ils allaient nous faire nager. Je pense qu'on a nagé dans des eaux pires que Paris. Je pense qu'en amont, c'était plus le problème pour moi, c'était comme on l'avait fait en 2023, on avait nagé dans la Seine, j'avais repéré cet aspect du courant. Qui était là, mais qui n'était pas très fort. Il y avait quand même une différence entre l'aller et le retour. Donc, vraiment, on va dire, gérer les aspects que on va avec le courant, on revient contre le courant. Donc, quand on revient contre le courant, faut essayer d'aller plus vers les murs, parce qu'il y a moins de courant, il est moins fort. Merci les cours d'hydraulique m'ont apporté à l'EPFL pour analyser ça. Je voyais les autres athlètes qui étaient en train de regarder des vidéos pour essayer de comprendre ça. Et puis, moi, j'étais là, ça va faire refresh pour avoir ça. Mais vraiment, je pense que ça va être... avant la course, donc on a essayé de gérer ça, de gérer cet aspect, que peut-être aussi gérer sur la fréquence des bras, de se dire que quand on va avec le courant, il faut peut-être ne pas nager avec une trop grosse fréquence, et puis quand on revient avec le courant, augmenter la fréquence, et puis peut-être l'aspect de nager avec le courant, ça sert peut-être pas forcément à grand-chose d'être en grand sprint, parce qu'on va pas avoir le gap de vitesse du courant va pas nous apporter, il va être trop fort pour faire ce gros gap de vitesse d'être en sprint ou d'être juste un chouïa en dessous, et la dépense d'énergie. Donc ces aspects ont été réfléchis en amont, mais je pense qu'on n'était pas prêt à que le courant soit aussi fort, parce que le courant était 2 à 3 fois plus fort que l'année précédente. Donc on n'était pas prêt à ça, on n'a pas pu tester l'eau les jours d'avant parce qu'ils estimaient que la qualité de l'eau était pas assez. Donc déjà de voir cet aspect, de voir que le courant était fort, pour moi j'étais là, ça va être fort en regardant et tout ça. C'est un aspect qu'on n'avait peut-être pas assez pris en compte, que le courant il pourrait être aussi fort que ça en fait. En fait, j'ai l'impression, à t'entendre et puis avoir discuté de ça avec Mike Aigro aussi cet été, c'est que personne ne s'y attendait en fait. Et lui disait, ils ont reporté la course, on va parler du report, parce que la course a eu lieu un jour plus tard que ce qui était initialement prévu. Mais Mike a dit, c'est probablement pas la qualité de l'eau qui était en cause, c'était la violence du courant de la Seine. Vraiment, moi, après ce que j'ai pu entendre à l'interne de l'Organisation internationale de triathlon, le report a été principalement fait à cause de la vitesse du courant. Et puis pour moi, quand on me donnait les valeurs de vitesse du courant des jours d'avant, des reconnaissances et tout ça, quand je transposais ça en allure par 100 mètres, en minutes par 100 mètres, ça correspondait à 1 minute 40 par 100 mètres. Donc faut déjà nager assez fort pour revenir. Déjà, pas n'importe quelle personne va pouvoir revenir contre le courant, voire un peu plus qu'1m40. Je crois que j'avais même à certains endroits, il mesurait 1m30. Donc, tu dis 1 minute 30 par 100 mètres. Par 100 mètres. Donc si je nage à 1,30 au 100 mètres, je fais du surplace. Ouais, presque ça. Après, c'est
90% prendre en compte, mais c'est à quelle allure le courant. Je vois bien. Mais ça donne une idée des triathlètes amateurs qui nous écoutent. Si on nage à 1,30 dans ce courant-là, on fait du surplace. Ouais, on fait du surplace, on avance un petit peu, mais voilà. C'était pour dire ça. Et puis vraiment, c'est la vitesse du courant qui a fait foi. Et puis on peut vraiment voir chez les filles qui ont peut-être un peu moins de puissance que les gars et qui avancent un peu moins vite, on peut vraiment voir une vidéo où elle pouvait pas forcément, un moment où elle pouvait pas longer forcément le long du bord parce que il y avait des bateaux comme ça, on peut voir qu'elles font quasiment du surplace. C'est pour voir l'intensité du courant et pour un ordre d'idée pour les temps de natation. Nous, on a nagé entre 2 minutes et 2 minutes 30, on va dire 2 minutes 30 à 3 minutes plus lentement que ce qu'on nage d'habitude sur une distance olympique, sur un 1500 mètres. Si on transpose ça en distance, ça correspond à, on va dire, 200 mètres, 220 mètres en plus à nager, ce qui n'est pas négligeable quand on parle d'un triathlon et tout ça. Ouais, donc, c'est 15% de plus. Ouais, c'est 15% de plus, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Vraiment, si on compare tous les autres triathlons en distance olympique, on nage entre 17 minutes 30 et 18 minutes 30 suivant les distances. Là, les premiers étaient en 20 minutes 30, donc c'est vraiment pas négligeable. Et c'est vraiment, comme Mike l'a dit, c'est vraiment le courant qui a fait la différence. Et puis, je pense aussi les organisateurs n'étaient pas prêts. Et puis, vraiment, en discutant avec d'autres, en fait, ils avaient fait des retenues d'eau en amont pour essayer de retenir un peu la merde. Et puis, en fait, aussi pour voir s'il y avait beaucoup de pluie, pour essayer de mettre plus, pour fluidifier le plus vite le trafic. Et en fait, je pense qu'ils ont ouvert toutes les vannes en haut pour essayer de fluidifier toutes les pluies qu'il y a eu en amont, on va dire, au mois de juin. Et en fait, je pense qu'ils ont mal planifié ça, ils ont ouvert trop tard. Et en fait, le courant était encore trop fort à ce moment-là pour les courses. Ouais. Ok. Et puis alors du coup, la course, elle a eu lieu le jour suivant de ce qui était prévu à la base. Et puis vous êtes partis après les filles. Comment est-ce que tu as géré le fait, parce que le jour où la course était prévue, tu as dû te lever tôt le matin, tu as dû commencer ta routine de préparation. On t'a pas dit tout de suite la course, elle est annulée. Le mail a été envoyé à 4h20, on a reçu sur notre boîte email. Donc moi, je me lève environ 4h, voire un peu plus avant pour me préparer avec un petit réveil musculaire où je vais marcher, courir le matin, on va dire 15-20 minutes. Et en fait, j'avais déjà fait cette partie-là de mon entraînement avant que je reçoive l'email où j'allais aller manger. Et puis en fait, là, c'est vraiment déjà un peu prévenir ceux qui venaient me voir courir déjà que ça allait être annulé. Déjà, tous mes amis qui étaient venus en car depuis la Suisse, ils ont visité Paris pendant une journée. Voilà. Et puis après, c'était aussi moi me refocaliser, déjà essayer d'aller se reposer. Donc j'allais retourner dormir. Ce qui n'est pas facile tout de suite de retourner dormir directement. Donc oui, ça a été de se refocaliser. Et puis je pense que moi, je m'étais presque trop préparé en amont à me dire que je vais courir à 8h du matin, à essayer de me préparer en amont les jours d'avant, d'essayer déjà de me lever à 5h, 5h30, 6h pour être vraiment en fait au taquet à 8h, alors que j'aurais dû moins me préparer et juste plus essayer de faire les jours en amont du sport à 8h pour être réveillé à 8h. J'ai peut-être trop préparé ça en amont et puis ça m'a peut-être péjoré dans ma préparation et puis péjoré peut-être pour le jour d'après où la course était 3 à 4 heures plus tard. Donc complètement une autre planification. J'aurais peut-être dû moins spécifique à me préparer à une course aussitôt le matin. Et peut-être j'aurais mieux performé le jour d'après, donc je sais pas. Okay. Bon, ça de toute façon on le saura jamais. Ouais. Quoi qu'il en soit, la course elle a lieu le lendemain après la course des filles, donc du coup comme tu le dis, c'est un horaire qui est différent. Et puis là, par contre, vous avez pu voir la course des filles. Toi, tu as regardé attentivement ce qui se passait pour préparer ta course, ou tu étais dans ta bulle à préparer ta propre course? Alors moi, je suis toujours si on a la course après les filles, je suis toujours à regarder la première partie, souvent la natation, voir le placement, tout ça, parce que c'est pas souvent la période où on s'échauffe. Là, on était dans le bus en train d'aller sur place, donc on se déplaçait, donc on a vu le départ de la natation, on observait exactement où se plaçaient les filles, voir les courants. C'est là où on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de courants, où il fallait vraiment faire attention et tout ça au placement, de voir au placement surtout au retour, d'essayer de bien se placer. Et puis essayer d'analyser, en plus il a plu.
Donc c'était à se dire, mais la route, est-ce qu'elle va encore être mouillée ou comme ça? Parce que les filles, on a vu 2-3 filles tomber, donc on était là, faut peut-être dégonfler un peu les pneus, parce que on dégonfle peut-être 0,5 bar s'il pleut et tout ça, et dire, voilà, il y a des endroits assez mouillés. Heureusement pour nous, c'était plus mouillé, donc c'était bien. Bonnes conditions par rapport aux filles. Bonnes conditions par rapport aux filles, mais après, nous, on avait cet aspect que les filles on courait un peu sous la pluie, où il a peut-être fait un peu plus froid. Ouais. Et nous, en fait, on s'est retrouvés où la route séchait, où il y avait le soleil qui se levait. Et puis, 11 heures par rapport à 8 heures du matin, où tu finis à 10 heures du matin en course à pied, où vraiment la température a commencé à chauffer. 11 heures, midi, 1 heure de l'après-midi, les températures sont complètement différentes. Donc, par rapport à la préparation de base, je m'étais préparé à Tenero pour faire cette préparation à chaleur et pour me dire que, ouais, quand même, à 10 heures, on risque d'avoir du chaud. Je m'étais quand même préparé un peu à la chaleur. Et puis, donc, cet aspect de voir la course des filles, c'est toujours intéressant. Moi, je trouve toujours intéressant aussi à la course des filles d'avant, de regarder un peu maximum de ce qu'on peut pour voir les analyses et analyser un peu la course et puis pouvoir se focaliser et prendre ce que les filles ont fait pour transposer ça à ce que nous, on va faire, en fait. Mm-hmm. Et puis maintenant, du coup, c'est ton tour, c'est le tour de la course des hommes. Est-ce que tu nous racontes ta course ? Ouais, alors je m'échauffe bien, tout va bien. On est préparé, on regarde l'aspect, on place son vélo, la même routine que d'habitude. Mais c'est à part les aspects un peu JO où on doit passer contrôle du vélo, mais tout ça, le contrôle du vélo, tout était fait les jours en amont. Donc ça, c'était pas un souci. Juste bien contrôler. Combien la pression des pneus, donc là, échauffement, natation, là, je vois vraiment que, on va souffrir en remontant, on va pas souffrir, mais va bien falloir gérer, et puis en nageant avec le courant, ça allait très très vite. On part, moi je me sens bien, vraiment premier tour, je me dis, je suis encore assez bien placé, je suis juste à la cassure, entre la cassure, je vois que j'ai juste loupé les pieds de quelqu'un, j'arrive juste pas à les reprendre, et en fait, deuxième tour, dans les moments, on va dire, sensibles à la course, je me fais un peu nager dessus, je me fais couler 2 fois, vraiment là où il faut vraiment garder sa place au bord et vraiment longer le bateau. Et puis, en fait, là, je perds de précieuses places. Et puis, en fait, je remarquerai après, par la suite, en analysant de la course, que je sors vraiment à la cassure, vraiment à la mauvaise place, alors que le premier tour, j'arrive à sortir devant un Blumenfeld ou un Heidenwald qui arrive à rentrer sur le groupe de tête. En fait, il me dépasse dans le deuxième tour et c'est peut-être ce parti. Mais dès le départ de la sortie de l'eau, quand je dois sortir de l'eau, je vois que dans les jambes, il y a un problème. J'arrive vraiment pas à courir. J'ai les jambes lourdes. J'arrive pas à mettre de la puissance. Je vois que ça va être dur. Sur le vélo, j'essaye vraiment de me focaliser, de me dire, j'essaye de me motiver. Et puis, en final, on se retrouve dans un petit groupe que je fais le maximum du travail. Et puis, après 4 tours, je suis là, en fait, il y a le groupe de derrière qui va nous reprendre. Autant un peu s'économiser un peu. Et surtout que je me sens pas super bien, que j'arrive pas à mettre les puissances que j'arrive normalement à mettre d'habitude, même en étant tout seul. Et je vois qu'en fait, je fais 90%, on va dire 80% du job. Il y en a un qui est jamais passé devant du groupe, qui est resté derrière. Et puis, je vois que, en fait, je suis pas bien, mais que j'essaie de me motiver parce que je me dis c'est les jeux et puis en fait j'ai envie de finir la course et qu'on va pas s'arrêter là et puis on va essayer de tout donner jusqu'à la fin. Mais dès que je pose le vélo, je vois qu'à pied j'essaye de partir mais qu'en fait ça va pas et que après un tour je suis vraiment à me motiver à me dire je vais essayer de courir, essayer d'accélérer. Des fois ça m'arrivait d'être un peu comme ça et d'être pas bien et puis de me dire je pars peut-être un kill un peu en dedans et après j'arrivais à accélérer mais là vraiment j'arrivais pas à accélérer. Et puis ça a été vraiment, on va dire, une course très dure physiquement et aussi mentalement de me dire en fait que c'est les Jeux Olympiques et que c'est la course qu'on rate alors qu'on l'avait vraiment préparé au mieux. Mais je pense que aussi ce qui m'a motivé de voir autant de public, de se dire en fait je vais pas abandonner, je vais me dire je vais finir la course et puis on va se refocaliser pour la suite et puis à un moment qu'on est 40e et puis qu'on n'arrive pas à courir plus vite, même si on a envie de faire la meilleure place qu'on peut, on essaie de se motiver à finir et puis de courir le plus vite possible. Je cours en 35 minutes le 10 kills. Ça, j'arrive à le faire normalement. C'est quelque chose. Là, j'arrive, je suis exténué à l'arrivée et je vois qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Et donc après, c'est vraiment les jours d'après, c'était d'essayer de se reposer pour se préparer pour le relais. Donc, voilà.
T'as des regrets particuliers sur cette course ou c'était juste un jour sans et puis Je pense un jour sans, peut-être j'étais déjà un peu, on va dire, peut-être déjà malade, j'étais peut-être déjà pas bien parce que pour être autant peu d'énergie, on va pas dire peu d'énergie, mais autant peu de jambes, autant peu comme ça, est-ce que c'est trop cette préparation, cette pression que je me suis mis avant à devoir me lever tôt et puis en fait d'avoir peut-être été en bas de mon système immunitaire, de s'être levé tôt le matin, d'avoir préparé, après c'était la même préparation pour tout le monde. Est-ce que j'étais moins bien préparé? Est-ce que si j'avais eu la course un jour d'avant, j'aurais pas eu ces problèmes? Je sais pas, ça c'est par la suite, on va dire j'ai pas de regrets quant à la performance, j'ai plus de regrets peut-être à la peut-être pas à la préparation parce que je suis content de ma préparation. Mais si je devais refaire, peut-être je ferais des choses différemment, on gérerait différemment la préparation, peut-être gérerais le stress de se dire, il y a possibilité qu'on nage dans un courant, dans une eau qui est mauvaise qualité, qu'il y ait cette possibilité d'annuler, voilà, peut-être que mieux cette gestion, en fait, d'annulation de la course en amont, peut-être ça, plus je le regrette plus, en fait. Donc du coup, tu dis peut-être que je tombe malade. Après, tu vas devenir une star des médias un peu malgré toi. On va parler de toi et puis d'une athlète belge, je crois, parce que les médias immédiatement vont s'emparer du fait que la fédération annonce que tu es malade. Et puis, c'est le cas aussi d'une athlète belge. Et tout de suite, c'est mis en corrélation avec la qualité de l'eau de la Seine. Alors, a priori, c'est pas le cas, hein. Mais du coup, ça nous entraîne à la suite de la discussion parce que les Jeux Olympiques, c'est une course individuelle dont on vient de parler. Et puis, c'est ensuite un relais par équipe nationale. Donc, 2 hommes, 2 filles dans le team relay. Et là, en fait, y a une saga dans le triathlon suisse où d'abord, tu es annoncé malade, ensuite plus, mais ensuite tu es remplacé, puis ensuite le remplaçant est malade, donc il faut le remplaçant du remplaçant. Qu'est-ce qui s'est passé après cette course individuelle en vue du relais dans l'équipe suisse? En fait, je tombe malade, on va dire 36 heures après la course individuelle. La fédération suisse nous avait dit qu'on pouvait prendre après la course individuelle des antibiotiques en prévention de certaines bactéries qui étaient dans la Seine. Moi, j'ai estimé que je n'allais pas prendre des antibiotiques comme ça en prévention. Je ne voulais pas forcément en prendre. Est-ce que j'aurais dû les prendre? Est-ce que je ne sais pas, j'aurais dû les prendre? Au final, je ne sais pas par quoi j'étais malade. Est-ce que j'étais malade avant et tout ça parce que je n'ai pas fait d'analyse sanguine ou comme ça. Mais même les analyses sanguines ou de sel ne peuvent pas déterminer toutes les bactéries ou tous les problèmes. La Seine, il y a plein de bactéries, plein de problèmes qu'on peut avoir. Donc, on ne sait pas vraiment est-ce que c'est la Seine, est-ce que c'est autre chose. On sait que pour la Belge, c'est pas des problèmes de bactéries ou comme ça parce que ça a été défini que c'était un virus. Donc, parce qu'elle a eu des analyses de sang après quelques jours qu'on définit que c'était un virus. Vraiment, moi, en fait, plus la saga, on va dire, avec Swiss Triathlon, c'est que je leur annonce que je suis malade, que je suis pas bien, que ça fait, je leur annonce à la fédération suisse, j'étais, après avoir passé une nuit où j'étais pas bien, où j'ai vomi, j'annonce à la médecin que je suis pas bien. Et puis, en fait, le soir, directement, ça fait le 2 août, donc le jour de mon anniversaire, on m'annonce, donc, ce qui est 3 jours avant la course, on m'annonce qu'ils décident déjà de me remplacer et pas d'attendre peut-être 24 heures en plus de voir si je vais mieux et que je peux être mieux et tout ça. Et ils avaient une deadline à 12 heures le 4 août pour faire le dernier changement de nom. Donc, ils pouvaient encore attendre assez de temps. Il y avait encore quasiment 48 heures pour attendre pour prendre cette décision de changer, mais ils voulaient prendre la décision plus vite en disant que l'autre athlète avait besoin de se préparer déjà en amont, alors que cet athlète était déjà sur place, était déjà en train de se préparer. Donc pour moi, cette décision était prise trop à la va-vite et puis pas réfléchi à se dire on va peut-être attendre parce qu'en fait le problème c'est que moi on me l'a annoncé que plus tard, qu'en fait dès qu'ils effectuent un changement de nom, ils peuvent plus revenir en arrière. Même si je vais mieux, ils peuvent plus revenir en arrière et dire on va le mettre sur place. Donc si ce deuxième remplaçant est malade, ils peuvent pas se dire en fait on a un souci parce qu'on va devoir prendre un deuxième remplaçant qui n'était pas sur place, qu'ils ont fait venir depuis Grenoble, qui a été annoncé au dernier moment, vraiment qui doivent se déplacer et que je pense qu'il a eu la moins bonne préparation possible. Moi, c'est un pote, moi j'étais super content au final pour lui qu'il puisse participer, mais lui il m'a dit il n'a pas eu la meilleure préparation, la fédération n'avait pas prévu ce cas-là, et je pense que s'ils avaient pris une décision moins à la va-vite de dire on doit absolument changer maintenant, alors qu'on aurait pu prévenir le premier remplaçant de dire Adrien est pas bien,
tu as sûrement des chances que tu participes, parce que moi je leur avais un peu dit le 2 au soir dans la discussion, j'étais un peu là, vous voulez pas attendre demain matin parce que là ça va mieux, on peut attendre demain matin, et moi demain matin je vois très bien si je vais bouger, faire du sport, je peux directement dire est-ce que je vais être prêt le 5 ou pas. Moi j'aurais dit si je vois que physiquement je vais pas être à 100% et prêt pour faire un relais, j'aurais dit clairement que je leur disais le lendemain matin si j'étais bien ou pas. Et eux, ils ont vraiment pas voulu. Ils étaient arrivés le 4, en fait, le 2, ils sont arrivés avec une discussion au soir, alors que je n'aurais jamais discuté avant, à part avec la médecin, en me disant, voilà, on te remplace. Et eux, ils disaient que c'était une discussion et que j'ai accepté la décision, alors que moi, ils sont arrivés, ils m'ont présenté la décision qu'ils avaient déjà décidée. Donc tu n'avais pas voix au chapitre, c'était déjà plié. C'était déjà décidé, plié. Ouais, ok. Du coup, tu as des regrets de ne pas avoir participé à ce team relay ou Oui, j'ai des regrets. J'ai des regrets en me disant, est-ce que j'aurais dû prévenir la fédération? Est-ce que j'aurais pas dû attendre 24 heures, faire mes trucs de mon côté et dire après 24 heures, je vais pas bien, si j'allais encore moins bien et tout ça. Parce que, oui, j'ai pas attendu parce que le premier au soir, c'est là où j'ai commencé à me sentir pas bien. Mais des fois, moi, ça m'arrive dans ma vie de tous les jours que tout d'un coup, j'ai eu des crampes au ventre et que j'aille sur les toilettes et puis qu'une heure après, que ça aille bien. Donc, j'étais là, ça va passer, peut-être ça va passer la nuit, le lendemain matin, je vais me sentir mieux. Et en fait, le lendemain matin, je me sentais pas bien, donc je les ai prévenus. Eux, ils m'ont critiqué, je leur ai pas dit directement que j'allais pas bien. Donc voilà, après, c'est d'un point de vue, j'ai des regrets de ne pas avoir participé. Mais après, une fois que la fédération a pris la décision, en soi, ils ne pouvaient pas revenir en arrière. Eux, ils ont eu des gros problèmes. Eux, ils voulaient, leur objectif, de ce que j'avais compris, c'était vraiment, ils visaient la médaille. Et en fait, entre faire 4e et faire 7e, ça ne leur changeait pas grand-chose. D'après ce que j'ai compris et ce qu'ils ont dit aux autres athlètes, ils n'étaient même pas forcément contents. Et puis moi, je suis un peu là avec la fédération en leur disant, mais vu toutes les péripéties qui s'est passées, soyez contents avec le résultat que vous ayez, parce que Sylvain, il a fait tout ce qu'il pouvait vu sa préparation, parce que lui, c'est lui qui m'a écrit le 3, parce que lui, il a appris par les médias que j'étais remplacé, même pas par la fédé qui lui a envoyé un mail avant. Moi, j'ai appris on va dire 5 minutes avant l'annonce officielle que Simon était remplacé, alors que j'avais croisé tous les gens de la fédération le 4 l'après-midi, où ils avaient déjà pris toute leur décision, quand j'étais en train d'aller chercher mes affaires au village olympique. Ils auraient très bien pu venir vers moi, Simon va pas bien et tout ça, que me le dire avant. Donc moi, j'ai aussi pas apprécié cette communication. Sylvain a aussi pas apprécié vraiment la communication en amont, parce que c'est lui qui a dû écrire à la fédération le 3 en sachant qu'il était remplaçant. Est-ce que je dois me préparer? Est-ce que je dois faire quelque chose parce qu'Adrien est remplacé? Alors qu'ils auraient déjà pu le prévenir le 2. Si jamais on a remplacé Adrien, si jamais il y a une possibilité. Mais lui, il a fait ses séances. Le 3, il a fait une séance à pied. Le 4, il a fait une séance à vélo assez dur. Le 4 au matin. Et puis à midi, on lui annonce midi 1h, on lui annonce qu'il est remplacé. C'est vraiment, là, pour moi, c'est pas les meilleures conditions pour se préparer à des Jeux, parce qu'il est arrivé je crois qu'il est arrivé à 10h du soir au village olympique. Avant minuit, il n'était pas au lit. Et puis, il devait se lever à 4h du matin pour préparer le relais. Donc, je crois qu'il m'a dit, il a dormi 2h30. Mais voilà, après, lui, c'est comme ça. Et puis, la fédé, elle aurait peut-être pu mieux prévoir certaines choses en lui disant, Adrien est remplacé, viens. Ils avaient des appartements, ils avaient loué des Airbnb. Sylvain, le 2 au soir, ils auraient pu lui dire, demain tu viens, comme ça, si jamais il y a une possibilité, t'es là au cas où Simon va pas bien, ou que Max va pas bien. Pas forcément que Simon va pas bien, mais que Max va pas bien. Oui, parce que c'est 2 athlètes, donc l'autre peut aussi avoir un petit coup de mou et il faut le remplacer, quoi. Ouais, et puis pourquoi pas le faire venir à Paris. Ça leur aurait pas coûté grand chose de le faire venir en amont, en se préparant. Donc oui, c'est plus, on va dire, moi, au final, oui, je regrette, parce que le relais, c'est toujours sympa de participer, et ça aurait été une deuxième chance de mieux performer au jeu. Donc voilà, c'est pour ça que je le regrette, en fait. Ok. Est-ce que globalement, tu gardes quand même de bons souvenirs de ces Paris 2024? On a parlé de pas mal de déboires et de misère sur ta course, sur la non-participation au team relay. Tes fans sont venus à Paris, ils ont visité la ville le jour où la course a été annulée, ils sont rentrés, ils ont vu la course réellement le lendemain à la télé. Mais finalement, est-ce que tu gardes des bons souvenirs de cette Olympiade? Oui, je garde des bons souvenirs. Déjà d'avoir participé au jeu, d'avoir pu vivre la cérémonie de fermeture. Ça, c'était vraiment incroyable de vivre la fermeture, d'être au village olympique, de vivre cette ambiance du village olympique,
de vivre aussi, de discuter avec surtout les autres athlètes suisses d'autres sports, de pouvoir soutenir les autres sports, d'être là, mais tu fais quoi? Genre, on avait un espace où on se retrouvait, où on peut se reposer, chiller ou comme ça, où on discutait entre les autres athlètes, où on regardait les confessions des autres, où on était en train de soutenir. J'ai fait des belles rencontres, j'ai pas mal discuté avec d'autres athlètes. Pour moi, c'était vraiment incroyable ça. Je pense aussi toute la préparation, j'en retire un bon souvenir. Et même la compétition, j'en retire un bon souvenir. C'était juste incroyable, en fait, le nombre de personnes qui sont venues voir et encourager, parce que malgré que j'étais derrière, le nombre de personnes qui m'encourageaient, oui, les Français, ils m'encourageaient encore plus que moi, mais pour moi, déjà derrière, j'avais l'impression que tout le long du parcours à pied, il y avait des gens qui m'encourageaient. Il y avait pas mal de personnes. Il y a des personnes qui sont restées parce que qui venaient m'encourager aussi sans prendre un quart depuis la Suisse. Mais moi aussi, le jour d'avant, quand il y a eu l'annulation, j'avais quand même envie d'aller voir mes amis qui étaient venus en quart, qui pouvaient pas rester, puis pour, on va dire, leur dire bonjour. Et puis moi, j'ai été vraiment ému de voir, en fait, il y a des personnes que je savais qui venaient, il y a des personnes que je savais pas qui venaient, qui avaient pris ce quart. Et puis moi, ça m'a ému de voir, en fait, le nombre de personnes et, en fait, d'amis d'enfance, d'amis de sport, d'amis, on va dire, d'amis de sport, d'amis de la région de la Riviera qui sont venus me voir et m'encourager. Ça m'a impressionné de me dire, en fait, qu'il y a tous ces gens qui sont venus me soutenir et qui étaient là, en fait, pour me dire, et que j'ai rencontré après les Jeux et qui m'ont dit, ouais, ben, tu nous dis si tu participes à Los Angeles, parce que faut qu'on prévoie un peu en avance pour réserver notre billet pour revenir à Los Angeles. Et j'étais là, mais c'est incroyable de se dire que eux, que je participe aux Jeux Olympiques, eux, malgré que j'ai mal performé aux Jeux Olympiques, ils étaient là pour me soutenir, et déjà trouvé incroyable qu'ils aient un ami qui participe aux Jeux, en fait. Ouais, ça c'est magnifique. Tu parles de Triviera, tu parles de Jeux Olympiques de Los Angeles. Moi, je te propose que pour la suite, on écoute. J'avais enregistré le débrief de la course des JO de Paris avec Mike Aigro. Je lui avais dit, j'essaierai d'avoir Adrien Briffaut dans le podcast pour qu'il nous parle de la course. Et il m'a dit, si tu arrives à avoir Adrien dans le podcast, tu me dis, et moi, j'enregistre une question que tu peux lui poser pendant le podcast. Donc, j'ai une question qui est un peu longue, mais on va écouter ça et puis tu vas répondre ensuite, de Mike Aigro pour toi. Salut Adrien, j'espère que tout roule pour toi, que tu as pu profiter de cette fin de saison pour accumuler encore quelques kilomètres dans les belles couleurs d'automne. Je vais te féliciter déjà pour ta carrière, parce que je me rappelle que tu as débarqué au Vevey Natation comme junior, on te promettait un bel avenir dans le triathlon, et aujourd'hui tu prouves que tu délivres cette carrière qu'on attendait de toi, et quand on sait le nombre d'obstacles qu'il y a dans une carrière élite, là tu es toujours là, et même maintenant tu commences à faire partie des anciens. Donc profite à fond de chaque jour qui te reste dans cet environnement du sport de haut niveau, parce que crois-moi, quand tu bascules dans le monde professionnel, c'est beaucoup, beaucoup moins motivant. Moi, ma question, elle est assez simple, c'est que pour avoir quand même suivi encore le circuit Coupe du Monde, World Triathlon, il y a pas mal d'athlètes qui viennent s'essayer sur le semi-Ironman, alors soit comme course de préparation, soit aussi pour gagner un peu leur vie. Et toi, je t'ai rarement vu venir te mesurer sur ce circuit-là. Alors, je sais que tu en as fait quelques-uns, mais j'ai quand même plutôt tendance à voir que tu cours en tout cas jusqu'à maintenant, tu courais sur des courses plutôt sprint, courte distance. Alors, est-ce que c'était une stratégie pour garder maximum de vitesse, pour être performant sur du World Triathlon, ou c'est parce que tu as un petit peu peur de te lancer sur des courses plus longues, et puis tu estimes que tu n'étais peut-être pas encore prêt, ni physiquement et mentalement, mais en tout cas, comme beaucoup d'athlètes, je pense que tu vas gentiment, je ne sais pas s'il y a eu la question déjà sur le podcast, mais je me réjouis de savoir si tu repars pour un tour pour aller à LA, ou si tu vas gentiment bifurquer sur les courses du circuit Ironman. Donc voilà, je te souhaite un bon podcast, et puis au plaisir de te croiser bientôt, peut-être pour une bière. Ciao! Ouais, elle est bien comme question. Je pense que oui, de passer sur du longue distance. Pour l'Ironman, je ne sais pas encore grand-chose. Le semi-Ironman, ça m'a toujours intéressé, ça m'a toujours botté. C'est juste que la plupart du temps, ça ne se plaçait pas vraiment des réels bien dans la planification de la saison avec les courses importantes ou comme ça. Ça m'est arrivé en 2022 et 2023. Je voulais aller faire le semi-Ironman de Lanzarote, sauf qu'en 2022, j'ai chopé le Covid 10 jours avant, donc c'était un peu la merde, parce que même si je me sentais très en forme avant, et puis j'avais préparé bien cette position chrono, roulé avec le vélo de chrono, 2-3 aspects, j'étais déçu. Et puis en fait en 2023, aussi 10 jours avant, je me suis fait renverser par une voiture en courant et je m'étais ouvert l'arcade. Donc ça, c'était plus, on va dire, gestion du risque. Je voulais pas, avec cette saison importante de 2023, prendre plus de risques, aller courir en fait
sur un 70.3 et puis de bien refermer en fait cet arcade. Et puis je m'étais aussi cassé le nez, il fallait remettre le nez en place. Donc c'était plus, on va dire, sécurité que j'ai pas fait, mais que oui, ça m'a toujours un peu intéressé. Il y a même fin d'année 2023, si j'avais pas été blessé, j'aurais normalement participé à un 70.3 parce que je trouve les semi-Ironman sont une bonne préparation pour du distance olympique. Et au final, maintenant, on voit que oui, en fait, ça va très vite. Et puis, en fait, avec la préparation qu'on a sur le court de distance, en fait, on a assez de volume et assez d'expérience et puis assez de vitesse en fait pour du semi-Ironman. Je pense que l'Ironman, on a besoin de plus de faire de volume, on va dire plus du longue distance et puis peut-être un peu moins d'intensité, mais pour du 70.3 en fait on a clairement les caractéristiques qui nous conviennent. Et puis je pense que c'est d'intégrer dans la préparation journal, on va dire hebdomadaire, de peut-être sortir une fois par semaine avec le vélo de chrono pour s'habituer à la position de vélo de chrono. Et puis ça, je pense que c'est un aspect que j'avais vu, en fait, que de rouler sur le vélo de chrono, ça me permet d'être mieux positionné et puis d'être des fois plus puissant sur un vélo de route normal. Donc, en fait, c'est aussi un aspect que j'aime bien des fois intégrer, de rouler avec le bike de chrono, en fait. Ok. Donc il faudra trouver un autre que Lanzarote parce qu'il a plus lieu maintenant, mais du coup, des 70.3, on va te voir au départ de 70.3 à l'avenir. Voilà, à l'avenir, on va me voir au départ de 70.3 et aussi, comme Mike il pose la question sur le futur de ma carrière, est-ce que je pars sur une Olympiade ou pas? En fait, la question, elle s'est posée vraiment après les Jeux, de qu'est-ce que je voulais faire et tout ça. Et puis en fait, avec les études, là, l'année prochaine, j'ai envie de vraiment terminer mon master, je vais faire un stage. Et puis, je vais faire mon projet de master. Et puis, en fait, à côté de ça, j'ai toujours envie de faire du sport de haut niveau. Mais c'est un peu, on va dire, une année de transition de est-ce que je vais me décider à continuer pour l'Olympiade suivante ou peut-être arrêter ma carrière. Et puis, pour l'instant, je sais que j'ai la motive, la flamme de continuer encore une année. Et en fait, c'est vraiment une décision, on va dire septembre, octobre, voire novembre l'année prochaine, 2025, où je vais me décider si je vais continuer à poursuivre, soit sur du longue distance, soit sur du distance olympique. Et puis vraiment, l'année prochaine, c'est d'essayer de planifier, j'ai déjà un peu regardé le calendrier de course, de faire des séries mondiales, peut-être 1 ou 2 Coupes du Monde, et d'essayer de planifier entre 2 et 3 semi-Ironman. Il y en a un qui m'intéresse entre celui de Valence ou celui de Venise. Il y en a un qui est en pro série, c'est le nouveau circuit, et l'autre, il est juste pro, mais qui n'est pas en pro série, mais il y a une catégorie pro. Et puis, c'est d'essayer de m'essayer et avoir entre des challenges, mais c'est pour l'instant, c'est un peu les deux qui m'intéressent. Et puis avoir peut-être, il y en a un en France qui m'intéresserait aussi, peut-être Nice, qui est plus un, on va dire, parcours vélo qui m'intéresse parce que plutôt vallonné. C'est aussi peut-être, je vais plutôt peut-être choisir Valence que Venise, parce que Venise c'est plat, alors que Valence c'est un peu plus vallonné, qui m'intègre plus à mon profil, qui est plus un profil, on va dire, grimpeur qui arrive bien, alors que je peux être très fort à plat. Et je sais que en fait, j'ai une très bonne capacité à maintenir un effort, on va dire, au seuil, ou juste en dessus du seuil, en tempo assez élevé en vélo. Et ça, je pense que je peux être assez bon si je m'entraîne un peu spécifiquement en 70.3. Ok, donc on se réjouit de te voir sur 70.3 à l'avenir. Et puis on se réjouit de savoir si on te verra sur le parcours olympique de Los Angeles en 2028. Donc décision que tu prendras a priori d'ici à peu près une année. Oui, c'est à peu près une année que je vais essayer de prendre cette décision. Pour l'instant, j'ai essayé de me dire que je me focalise d'année en année. Peut-être l'année prochaine, je vais me dire que je vais continuer juste d'une année et d'une année par la suite, mais j'ai pas envie de me focaliser de nouveau sur un cycle olympique. Je trouve que c'est quand même beaucoup de pression mentale et on a toujours ce truc en tête, est-ce que oui on va, est-ce qu'on continue, et j'ai plus envie de me planifier un peu autre chose, d'essayer aussi d'autres choses, peut-être pas, pourquoi pas faire un autre trail l'été prochain après avoir fait mon expérience sur Cézinal sans préparation après les Jeux, où j'ai quand même fait un temps incroyable, la plupart des gens sans préparation, mais ça m'a donné envie de m'en faire plus et puis d'essayer de me préparer, peut-être de refaire l'année prochaine Cézinal si il n'y a pas trop de compètes qui sont entre... normalement, il n'y a pas souvent de compètes en août, de me dire préparer Cézinal, mais d'essayer de courir un peu plus en montagne et puis d'essayer d'un peu plus performer, pourquoi pas jouer le top 10 à Cézinal. Ok, bah écoute, on se réjouit de suivre tout ça pour la suite de ta carrière. On arrive au bout de cet épisode. Je te remercie vraiment d'avoir participé à cet épisode de podcast. Est-ce que dans la conclusion, il y a des choses que tu voudrais ajouter ou d'autres points que tu voudrais apporter avant qu'on termine avec cet épisode ? Ouais, après, c'est un peu comme chaque conclusion, c'est de remercier en fait aussi
toutes les personnes qui m'entourent, parce que on n'est pas là tout seul. J'ai un staff qui est là autour, il y a mes parents qui m'aident, mon père surtout, pas mal dans la recherche de sponsors. Ils ont créé avec mon coach le Team Athlète, qui est un club maintenant, mais qui me soutient depuis bientôt plus de 10 ans. Ça fait 12 ans qu'ils me soutiennent. C'est vraiment une structure qui aide les jeunes, les jeunes à trouver et puis à éviter que les parents aient besoin de mettre trop de financiers derrière. Je suis encore dans le team malgré que j'ai passé l'âge de 23 ans, plus comme on va dire rôle soutien ou comme ça derrière. Et puis moi j'aime bien m'entraîner avec les jeunes. C'est une nouvelle génération maintenant qui est dans ce Team Athlète. Je suis le plus âgé de bientôt 10 ans sur les autres. Donc c'est vraiment une nouvelle génération. On a d'autres aspects. J'adore planifier puis vraiment remercier tous ceux qui m'entourent. Mes entraîneurs, mes sponsors, la fédération, même si j'ai mes aventures avec eux, mais voilà. Et puis aussi mes amis et puis tous mes partenaires d'entraînement. Sans eux, je pourrais pas arriver à ce niveau-là, qui me poussent. Même si moi aussi je les pousse, et puis eux ils vont me dire que je suis un exemple pour eux, mais eux c'est aussi des exemples pour moi, malgré qu'ils sont plus jeunes que moi. Mais eux, ça les pousse à se motiver à être plus forts que ça, et puis essayer de me battre un jour, et ils vont me battre bientôt, je l'espère. Yes. Alors bonne suite de préparation à tous les membres du team. Ouais. Et puis merci à toute ton équipe. Merci à toi d'être venu dans cet épisode. C'était vraiment un plaisir. De rien, et à bientôt. À bientôt. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode, et moi je vous retrouve très très bientôt dans le podcast Transition.